Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans cet épisode de Dom Talk, le podcast qui donne la voix aux ultramarins à travers leur parcours de vie. Ici on discute des problématiques des peuples d'outre-mer, représentés par la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Mayotte, soit une population de 2,2 millions d'habitants et 3,4% de la population française. Je suis Nicolas, un jeune Martiniquais sensible aux questions liées à la communauté afrodescendante et notamment antillaise. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Triana. Bonjour Triana, comment vas-tu? Bonjour Nicolas, ça va et toi? Ah, ça va très bien, ça va très bien. Alors, la particularité de cet épisode, c'est qu'aujourd'hui, nous l'enregistrons à distance puisque Triana est actuellement en Guyane. C'est Voilà, ça. donc elle me fait elle me fait l'honneur, voilà, de participer au podcast, même à plus de 8 000, 9 000 kilomètres de Mais on est l'Hexagone. exactement. C'est 8000 ça, kilomètres. donc ça fait plaisir. 8 000 kilomètres, OK. Donc du coup, est-ce que tu pourrais commencer déjà par te présenter et nous dire, du coup, de quel département, es-tu originaire? Bien sûr, donc je suis originaire de la Guyane française. Donc voilà, donc Triana, Marc-Lorraine, et voilà, 973. OK, représente. Exactement. OK, c'est ça. Et du coup, combien de temps tu as passé en Guyane? Alors Nicolas, je suis guyanaise à 200%. C'est-à-dire, j'explique un petit peu. Bien que j'ai eu l'occasion de partir en métropole, tu le sais, pour pouvoir faire l'école de commerce. Je suis vraiment partie. J'ai pris mon bagage et je suis revenue d'aussitôt, je suis revenue en Guyane. Donc oui, j'ai fait 3 ans à l'extérieur pour pouvoir valider le master d'école de commerce et je suis revenue en Guyane. Donc ça fait bien 4 ans que je suis revenue après la diplomation 2017. Voilà. D'accord, OK, OK. Donc voilà, donc tu as grandi, tu es né, tu as grandi en Guyane. Voilà, la plupart, 90 de ta vie, quoi. 90%, 90, Voilà. 97 même pour cent. OK, OK. Et du coup, Exactement. comment tu décrirais la vie en Guyane? Enfin, pour moi, la vie en Guyane, en fait, elle est comme la vie nulle part ailleurs, c'est-à-dire, que je sois originaire de la France hexagonale, que je sois de la Guadeloupe, peu importe d'où on est issu, hem, je pense que ce qui est important, c'est de se sentir chez soi. Donc avant même de mettre des mots sur, comment, pourrait être sublime ou moins extraordinaire la Guyane, je pense que le plus important, c'est de se sentir chez soi. Et c'est ce qui prime. Parce qu'en général, quand on me pose cette question-là et qu'on demande comment fais-tu, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'activités, il n'y a pas forcément beaucoup de loisirs, etc. Mais est-ce que tu t'ennuies pas? Non, parce que je suis chez moi et que c'est une habitude, c'est une accoutumance, c'est quelque chose qui est. Et donc voilà, la vie en Guyane est effectivement particulière dans le sens où 90% du territoire est occupé par la forêt vierge. Euh, le seul développement de la Guyane se fait sur le littoral et les villes sont très espacées les unes des autres. Par exemple, je prends l'exemple de la commune dans laquelle je vis, donc Mana, qui se trouve à 240 000 kilomètres du chef-lieu Cayenne. En 3 heures pour faire la route, d'autoroute, on a une route nationale. Donc, enfin, c'est sûr que en termes de développement, il n'y a pas grand-chose, mais on a nos propres richesses et on a nos propres accoutumances et c'est ce qui fait que pour moi la Guyane est riche. Elle est riche de par sa particularité. Voilà. OK, d'accord. Elle est riche à quel niveau? En termes d'expérience, de qualité de vie? À quel niveau pour toi elle est riche? Pour moi, c'est surtout la qualité de vie, Nicolas. Dans le sens où, après, on n'est pas revenu sur mon parcours. Effectivement, on n'a pas forcément parlé de mon parcours, mais j'ai eu l'occasion bien évidemment, donc d'évoluer en métropole, de par l'école de commerce. Grâce à l'école de commerce, j'ai eu l'occasion de partir à Londres. J'ai eu l'occasion de partir aux États-Unis, où j'ai vécu 6 mois, où j'ai eu l'occasion de visiter de nombreuses villes, New York, Washington, Miami, Orlando. C'était magnifique, ce fut de belles expériences. Mais justement, le fait de partir, d'avoir cette ouverture sur le monde, la France, les États-Unis, Londres, l'Angleterre, le fait d'avoir cette ouverture sur le monde et de pouvoir voir ce qui se passe ailleurs, oui, c'est magnifique. Mais pour moi, c'est simplement enrichissant. Et ça vient probablement du fait que j'ai toujours vécu en Guyane, j'ai toujours eu cette habitude d'avoir une vie
ou qui n'est pas empreinte de stress. Et je pense que c'est cette tranquillité d'esprit, cette richesse humaine en fait qui m'imprègne et qui m'a incité à revenir et justement à me sentir imprégnée dans ma Guyane. On a, enfin, comment dire ça? Pour moi, je pense que la qualité de vie, vraiment, prime énormément. J'ai vécu le stress d'avoir à surveiller l'heure, qu'il faut prendre, enfin, le bus, il passe à telle heure, donc il faut absolument que je sois devant l'arrêt de bus à telle heure pour pouvoir me rendre, peu importe, à l'école, à un rendez-vous, à un entretien, etc. Il faut être pressé, on croise quelqu'un dans la rue, on peut pas se dire bonjour, même si tu dis bonjour, ton bonjour, tu le gardes et tu l'avales à travers de la gorge parce qu'on va pas forcément te répondre. Les gens, ils sont stressés, pressés, ils sont stressés, pressés, et nous, on vient un peu de nos îles, même si la Guyane n'est pas une île, mais c'est un peu comme ça qu'on définit un peu les départements d'outre-mer, de nos îles, et un peu, excuse-moi de l'expression, mais un peu à la babacool. Mais ça ne veut pas pour autant dire que nous ne sommes pas des gens avec de la motivation, que nous ne sommes pas des travailleurs, que nous ne sommes pas des conquérants. C'est juste qu'on a une manière différente d'aborder les choses, une manière différente de voir les choses, une culture différente, et une approche différente en fait de la vie en société. Parce que indépendamment du fait effectivement qu'on explique qu'on vient de la France, on a effectivement il y a une diversité culturelle qui fait les spécificités en fait, je pense, des DOM. Voilà. Tu parti du coup 3 ans pour étudier dans l'Hexagone. Qu'est-ce que tu retiens le plus de ton arrivée là-bas? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a vraiment fait un choc, si on peut dire, ou voilà? Alors moi, je voudrais revenir, enfin, partir du commencement. Je voudrais quand même, si tu permets, Nicolas, partir du commencement, c'est-à-dire que à la base, j'étais pas forcément partie pour faire mes études en métropole, en hexagone. C'est-à-dire que j'ai commencé, je savais pas après le bac, donc j'ai eu un bac ES. Après le bac, je ne savais pas trop quoi faire, comme la plupart des étudiants d'ailleurs. J'avais dans en premier vœu de partir à l'université pour une licence d'AES. En discutant avec ma tante qui était proviseure de lycée, elle m'a conseillé de faire une prépa littéraire pour me donner le temps effectivement de voir de me poser un petit peu plus sur mon projet d'avenir parce que le choix d'une filière dans le supérieur marque quand même une entrée dans le monde professionnel et il faut être posé et faire des choix raisonnés, raisonnables. Donc le choix de la prépa littéraire s'est imposé sur 2 années. À l'issue de la prépa, effectivement, j'avais plus d'ouverture et la présentation de différentes écoles privées m'a, m'a, comment dire ça, m'a mis sur ce choix-là, en fait, des écoles supérieures. Donc, à la base, je voulais partir sur Saint-Cyr. Donc, je n'ai pas eu le concours de Saint-Cyr, malheureusement. Donc, je suis repartie une troisième année sur la prépa littéraire. Et cette fois-ci, j'ai fait le choix des écoles de commerce. Donc, l'école de commerce Excelia Group, donc à l'époque ESC La Rochelle que j'ai fait. Donc ça veut dire que après 3 ans, donc j'ai eu mon bac à 17 ans, 17, 20 ans, donc je suis partie à 20 ans, c'est-à-dire que j'avais déjà un peu plus de maturité, un peu plus d'ouverture d'esprit. J'ai eu le temps de mûrir un projet. Quand on part à 17 ans, on est toujours quand même assez jeune, on n'est pas encore majeur. Donc voilà, on est toujours sous le joug des parents. Donc à 20 ans, je pense qu'on a déjà un peu plus d'ouverture d'esprit, de maturité. Malgré ça, je t'avoue, Nicolas, que j'ai quand même été euh, face à un choc culturel. On n'a pas l'impression, on n'a pas idée, parce qu'on se dit, ben, la France hexagonale, on la connaît. On y est déjà parti en vacances pour les plus chanceux. Mais c'est vrai que partir 2 mois, juillet, août, donc les mois les plus chauds, et partir pour toute une scolarité, c'est pas, je t'avoue que du coup, les choses sont différentes. C'est pas la même chose. Déjà, on a effectivement le fait d'être loin de sa famille, donc on a 8000 kilomètres. Le choix est difficile. On a à assumer un foyer, chose qu'on ne faisait pas parce qu'on a été chez les parents. Enfin, on a plus la possibilité de rentrer chez nous les week-ends, donc on est un petit peu déconcerté quand on voit les camarades de classe rentrer chez eux le week-end ou pendant les longues vacances de 2 semaines. Nous, on n'a pas cette possibilité. Il y a un peu le choc culturel parce que qu'on le veuille ou pas, et même dans l'Hexagone, je pense qu'il y a ce marqueur territorial en fait régional qui dit que chaque région a
à son histoire, à son passé et du coup à sa culture. Et c'est vrai que la présence d'une langue commune, en fait, nous donne l'impression d'appartenir à un tout, chose qui reste quand même vraie, mais on a chacun nos particularités, qui fait que quand on arrive en métropole, qu'on le veuille ou pas, il y a une acculturation à avoir. Il y a ce temps d'adaptation, de par le climat, de par les habitudes sociétales. C'est-à-dire, moi, si je dois prendre mon exemple, je prends un exemple. Euh, donc, quand on arrive en école de commerce, on a cette particularité d'avoir à intégrer une association en première année. Donc, j'avais intégré l'association d'étudiants. Et moi, j'ai été tout de suite un peu en désaccord avec ma responsable, puisque il y a une fois, elle m'a demandé de participer à à une soirée d'intégration qui se faisait le jeudi soir. Pour moi, c'était impossible. Ce ne sont pas des choses qui collent avec notre façon de voir, avec nos réalités. Je sais que le vendredi matin, je dois me réveiller pour aller à l'école. Je sais que moi, je n'ai pas envie de braver le froid parce qu'il fait super froid et que moi, je suis absolument pas habituée au climat. C'est ma première année. Je n'avais pas cette envie de participer à la soirée d'intégration. Et j'avoue que ça a froissé, ça a dérangé. Parce que, enfin, j'ai eu droit, mais oui, mais tout le monde a froid, on a froid, tout le monde a froid. Oui, mais non, en fait, prenez le temps de vraiment vous poser, essayez de comprendre. Oui, nous sommes français. Oui, nous parlons le même langage. Oui, on se rejoint sur pas mal d'idées, mais on a quand même cette différence culturelle qui fait que sur certains points, on sera plus réservé que sur d'autres points. Donc voilà. Et donc c'est vraiment ce choc. Oui, j'ai été moi-même choquée. Et comment t'expliquer? Il y a- Enfin, je vais essayer de rassembler tout ça en fait dans le sens de se dire, il y a quand même eu le bon côté des choses dans le sens où on s'est quand même retrouvé entre ultramarins. Donc ça réchauffait quand même un peu le cœur. Et justement, du fait de savoir que nous, on a cette ouverture d'esprit et de se dire, on sait qu'on vient de la Guyane et on sait que la Martinique, bah, les choses sont différentes. On parle le créole, mais des créoles différents. Et ça a été vraiment un enrichissement on se sent de se dire qu'on prend le temps de connaître et d'apprendre les cultures des autres. Et donc, oui, ça a été difficile, mais en même temps, ça a été une belle expérience de partir et de voir autre chose dans la métropole. Tu dirais du coup que ces divergences par rapport, voilà, avec ta responsable d'association, est-ce que ça t'a créé des difficultés à créer ton cercle social? Ou du coup, tu t'es reposé sur les autres étudiants ultramarins pour pouvoir avoir un cercle social? Comment ça s'est fait pendant ton temps, en école? Avec le recul, Nicolas, honnêtement, allez, il y a 4 ans, donc ça veut dire que ça remonte déjà à 7 ans. C'est vrai que j'aurais pu de moi-même, enfin, tu me donnes à faire de l'introspection, à réfléchir sur la manière dont moi j'ai abordé les choses en tant qu'étudiante. Si c'est en Guyane, on est un peu chauvin en Guyane. Et de se dire, enfin, cette appartenance, cet ego de dire je suis guyanaise et j'ai pas envie de m'acculturer, j'ai pas envie j'ai pas envie de faire le pas et d'essayer de moi de m'adapter. Pourquoi est-ce que le contraire ne pourrait pas se faire? C'est-à-dire, j'ai pas envie de devenir quelqu'un d'autre. J'ai pas envie de devenir différente que qui je suis. Alors que, du coup, c'était quand même plus simple pour moi, effectivement, de me retourner vers les autres ultramarins parce qu'ils savent, en fait, ils sont conscients de cette différence culturelle qu'on a et plus ouverts à la différence. On me demandait pas, moi, de m'acclimater et de rentrer dans les normes sociaux de la France hexagonale. Donc, j'avoue que avec le recul, je pense que j'aurais pu être un petit peu plus ouverte d'esprit et prendre différemment. Mais j'avoue que oui, ça a été, sur l'instant, ça a été ma manière d'aborder la chose. Pendant le temps de tes études, comment tu as vécu l'éloignement avec, la Guyane? Très difficile, Nicolas. Très difficile, si bien qu'à la 3e année, je voulais vraiment abandonner. Je voulais abandonner, je pleurais, je expliquais à mes parents que je voulais rentrer.
Je ne voulais plus rester en métropole et pourtant il me restait 6 mois et mon père, bon, paix à son âme puisqu'il est décédé il y a pas très longtemps, mon père m'a, bien évidemment, il se dit que dans la famille, il y a pas d'abondance. C'est vrai que c'est difficile, mais dans la vie, tout est difficile et il faut s'accrocher. Il faut juste s'accrocher. Donc, si c'est un peu de soleil qui te manque, si tu veux vraiment voir la Guyane, tu as envie de voir ta famille, tes neveux, tes nièces, il n'y a pas de souci, je te paye un billet, tu rentres pour Noël, mais tu repars. Il te reste 6 mois, tu vas y aller et tu vas décrocher ton diplôme et tu rentreras par la suite. Et donc voilà, mais j'avoue que l'éloignement avec la Guyane a été très, très difficile pour moi. Comment tu faisais pour, bon, malgré l'éloignement géographique, pour, bah, garder le lien avec, ta culture guyanaise et voilà, vivre, essayer de vivre un peu mieux cet éloignement? Tu sais, étonnamment, j'ai pas forcément eu besoin de rester connectée, avec la culture guyanaise. C'est-à-dire que je m'explique, c'est vrai qu'en général, enfin moi-même je le voyais, j'avais des amies, martiniquaises, des amies réunionnaises et leur maman leur faisait des petits paquets, elle leur envoyait des boissons, des friandises, des fruits, des légumes du pays et j'avoue que moi je suis partie très light avec une petite valise et j'expliquais à ma mère que je n'avais pas besoin qu'elle m'envoie des denrées de la Guyane. Tu as refusé les colis quand même? Non mais c'est une institution, c'est Dans le sens où je me disais que je suis là-bas, donc je n'ai pas j'ai pas en fait, j'ai pas de mal à m'acclimater à un lieu de vie, à un environnement. Ça, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que, ben, je rentrerai en Guyane, je profiterai et justement, c'est le manque qui fait que quand on retrouve ce qu'on a laissé pendant si longtemps, c'est ce qui fait que, ben, on est content, on est content. Donc non, au niveau de la des habitudes culturelles, j'ai pas je sais que j'allais revenir. Je sais que j'étais partie pour un but et que j'allais revenir. Donc en ce sens et donc non, je comprends. Ouais, non, en gros, tu savais que c'était pour une courte période, donc entre guillemets, tu t'es dit, entre guillemets: «Bon, je serre les dents pendant 3 ans et après je rentre» et voilà, du coup, c'était plus facile à vivre. exactement. D'accord, C'est OK, OK, exactement je ça, vois. donc OK. Du coup, ça me donne une, voilà, une perche pour la suite, même si je pense que tu l'as déjà un peu dit, on le comprend quand dans ton témoignage. Mais du coup, je veux savoir pourquoi, du coup, tu as fait le choix de revenir en Guyane? eh ben, dis-toi qu'en Guyane, on a un vieil adage guyanais qui dit, «La Guyane a la mon nombril planté». Donc je traduis, c'est, littéralement que mon nombril est planté en Guyane. Je m'explique, heu, à l'origine de la société guyanaise, en fait, les parents avaient pour habitude de planter le cordon ombilical, des enfants sous un arbre, en tout cas dans la terre et donc c'est ce qui marquerait, en fait, notre ancrage territorial, sur un territoire donné. Donc l'expression est restée et ça définit un peu notre appartenance identitaire. Et ça vient aussi du fait de l'éducation que j'ai reçue de par mes parents, mon père, dans le sens où il disait à graine d'ourique à plein sac d'ourique, qu'une chaîne se compose de plusieurs maillons. Et pour avoir une chaîne forte et solide comme on est en Guyane avec l'or bien massif, il faut des maillons forts. Et c'est en ce sens que mon objectif a toujours été de revenir en fait dans mon département et œuvrer à son développement à mon échelle, Nicolas. Et donc voilà, c'est en ce sens que j'ai, je pense que c'est vraiment l'éducation que j'ai reçue qui m'a poussé à me dire, faut y aller. Tu dois partir pour prendre un bagage, pour pouvoir te construire. Mais n'oublie pas que tu dois justement, que tu fais quand même partie d'une histoire, que tu fais partie d'un, que tu as cette appartenance identitaire et culturelle et que tu dois revenir pour pouvoir ben, œuvrer à son développement et son évolution. Voilà. Comment il s'est passé ce retour, au niveau professionnel, personnel, familial, social? Comment il s'est passé? Honnêtement, ça a été un retour que j'ai accueilli à bras ouverts. J'étais soulagée. J'étais OK, soulagée. d'accord. On t'a retiré une grosse épine du pied, quoi. C'était vraiment, Je te promets. En fait, ça fait limite un peu la fille qui, mon Dieu, mais elle ne peut pas rester loin. C'est un peu ça, en fait. Honnêtement, c'est un peu ça. J'y suis allée. C'est comme si, en partant en métropole, j'étais en apnée. Il faut y aller. Enfin, limite, c'est un combat. Et retourner en Guyane, honnêtement, n'a pas du tout été une difficulté, hein, dans le sens où, sur le point de vue professionnel, donc je suis revenue, j'ai fait mon stage cadre
en Guyane, donc le stage de fin d'année, donc les 6 mois en Guyane, donc dans une association, puisque enfin je me suis spécialisée en entrepreneuriat, donc en dernière année entrepreneuriat. Donc j'ai travaillé au sein d'une association qui accompagnait des porteurs de projets guyanais à monter leur business plan, à, euh, à mieux définir leur projet de création d'entreprise et pour pouvoir et réaliser des prêts à taux zéro. C'était une association qui faisait des prêts, en gros, des finances alternatives. Donc, à l'issue de mon stage cadre, on m'a proposé un CDI. Donc, je suis partie pour passer je suis repartie en métropole pour soutenir mon mémoire. Et je suis revenue. Donc, j'ai commencé à travailler vraiment dans le même, directement. J'ai fait 5 mois dans la structure et je suis repartie. On m'a débauchée de mon ancienne structure. Donc, honnêtement, enfin, au niveau professionnel, euh, c'est vrai qu'on a cette chance-là, en fait. En tout cas, enfin, quand je dis on a cette chance, c'est nous, étudiants qui sommes partis se former, revenir avec un bagage. On a cette chance-là de pouvoir, très jeune, très tôt dans notre carrière, pouvoir occuper des postes à responsabilité, puisque on a souvent des profils, en fait, qui sont très recherchés par les employeurs et qu'ils ne trouvent pas. Ils sont désespérés à trouver des profils qui correspondent aux nôtres. Donc, je t'avoue que j'ai pas eu de difficultés particulières au niveau professionnel. Au niveau familial, c'est vrai que le retour a été un peu difficile dans le sens où, bah, qu'on le veuille ou pas, on s'habitue à vivre seul, on s'habitue à être seul. Et le retour dans la famille est parfois un petit peu compli compliqué, oui et non, mais compliqué dans le sens où on doit réapprendre à vivre en communauté, on doit réapprendre à vivre avec les siens et ne plus vivre en recluse tout seul et s'ouvrir aux autres. Le retour au niveau social n'a pas du tout été compliqué puisque on est parti avec les amis un petit peu sur la même période et je pense qu'on avait un petit peu tous justement cette éducation où il faut revenir au pays, donc on s'est retrouvés. Donc j'avoue que non, le retour n'a pas du tout été compliqué, enfin de manière générale. Je l'ai vraiment accueilli à bras ouverts ce retour en Guyane. Justement, tu parlais au niveau familial, ouais, parce que du coup, là, actuellement, tu vis chez ta mère, du coup. Donc les choses, enfin, quand je suis revenue en Guyane, effectivement, je vivais chez mes parents. C'était plus simple. On vient d'arriver, on a une grande famille, une grande maison, donc ça va. Il y avait pas de difficulté. Aujourd'hui, je vis toujours chez mes parents, mais j'avoue que mes parents ne vivent pas dans la maison. J'ai perdu mon papa il y a pas très longtemps. Ma mère a décidé de partir vivre sur Cayenne. Donc oui, je vis chez mes parents, mais c'est comme si je vivais toute seule dans un appartement et que j'avais pris mon indépendance. Donc voilà. J'avais une question, enfin, c'était plus par rapport, du coup, à la problématique du logement. C'est, qu'est-ce qui fait que, est-ce que, du coup, les loyers sont chers en Guyane? Qu'est-ce qui fait que, du coup, t'as pas pu, du coup, prendre ton appartement toute seule, tout de suite? Non, honnêtement, ça a été un choix personnel. J'aurais très bien pu prendre un appartement et partir vivre, de faire de mes propres ailes, mais ça a été vraiment personnel. C'est vrai que c'est pas forcément abordable. Il y a une vraie problématique de logement en Guyane dans le sens où il y en a pas suffisamment non plus pour euh, pour accueillir les nouveaux entrants. Mais je pense que enfin, c'est vraiment, en tout cas pour ma part, ça a été un choix personnel. Ça a été un choix personnel. Et cette problématique du logement, est-ce qu'elle est, parce que, du coup, tu disais que la majorité du territoire de la Guyane est recouverte par la forêt. Est-ce que c'est à cause, du coup, de cette, topographie-là? Ou c'est vraiment parce qu'il y a pas assez de construction? La Guyane a un territoire assez particulier dans le sens où il y a une grande partie du territoire qui appartient à la réserve naturelle au niveau de l'État, donc qui n'est pas forcément constructible. Donc voilà. Mais je pense que la problématique relève plutôt du manque de construction. Les choses sont en mouvement, donc c'est-à-dire que il y a de plus en plus de choses qui se font, mais il y a eu un retard, en fait, un décalage entre le moment où il a fallu prendre en main la construction de nouveaux logements et la population grandissante. Donc, l'écart est amené à se résorber, mais c'est vrai que aujourd'hui, à l'instant T où on parle, il y a cette problématique du logement. Donc, que ce soit, enfin, pour pouvoir vraiment comprendre la chose, il faudrait vraiment recentrer la Guyane et pour pouvoir mieux comprendre les problématiques dans le sens où il y a pas, on gagne, il y a pas, on n'a pas énormément de villes qui sont attractives. Attractives dans le sens où
qui amène la population et qui amène la population à rester. Donc, il y a Cayenne, avec les communes environnantes, donc Matoury, Rémière-Montjoly, Macouria, Kourou, et Saint-Laurent-du-Maroni. Moi, je vis à Mana, donc c'est pas forcément une commune qui est attractive dans le sens où la population vient et reste. Euh, donc, les choses sont plus en mouvement, effectivement, dans les communes dites attractives. Donc, parce qu'il y a de plus en plus de population arrivante et donc de plus en plus de logements qui sont construits. Mais les plus petites communes restent avec ces problématiques-là de où est-ce qu'on loge nos populations qui reviennent et qui viennent et qui restent. D'accord. OK. Voilà. D'accord. OK. Bah, écoute, Rihanna, on arrive, bien j'ai encore quelques questions pour toi, mais on arrive bientôt Mhm. à la fin de notre échange. Du coup, je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce podcast? Eh bien, Nicolas, quand tu m'as contacté pour me faire part de ton idée, j'ai trouvé ça génial parce qu'il est vrai en fait, on n'a pas un petit peu comme dans les histoires, donc un peu comme dans notre histoire, il n'y a pas d'écrit. Il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de quelqu'un qui nous explique, qui nous décrit comment se passe la vie, euh, des ultramarins qui partent pour leurs études. Et c'est vrai que quand c'est dit, quand on a la possibilité de s'informer, de se renseigner, ça ne veut pas forcément dire que ça sera notre vécu. Et c'est dans ce sens que c'est très intéressant de pouvoir avoir l'avis de tout un chacun, pour savoir comment tout un chacun a vécu son arrivée en France, comment tout un chacun a vécu ce départ et cette arrivée dans un autre monde, hein, dans un autre monde. Je me suis dit que c'était vraiment génial, que je pense que les futurs étudiants ont besoin d'entendre ça, ont besoin de comprendre comment se passe le départ de manière, enfin, sur un point de vue psychologique, parce que qu'on le veuille ou pas, ça a une atteinte en fait sur le moral. Et malheureusement, on doit souvent redoubler d'efforts pour pouvoir rester concentré et se dire, ben, faut gérer plusieurs choses, et notamment le bagage émotionnel qu'on transporte avec nous en partant en métropole. Et ça m'a tenu à cœur, en fait, de me dire, bon, vraiment, il faut que je participe à ce podcast et il faut que je donne, que je fasse entendre ma voix et que je puisse euh, participer, en fait, à ce bagage, on va dire, ce bagage culturel, ce bagage, cet outil, on va dire ça, cet outil qui permettra aux futurs étudiants d'être mieux préparés et pour pouvoir faire face à cette nouvelle vie. Voilà, Nicolas. OK, d'accord. Merci. Et du coup, savoir, que souhaiterais-tu pour, l'avenir de la Guyane? Ah, c'est une question, c'est une question. C'était on pose 3 heures ou, non, Oui, je c'est ça en fait. Mais on va essayer de résumer. On va essayer de résumer. oui, On va essayer de résumer. En fait, c'est une question assez délicate, moi, je pense, dans le sens où, du fait, en fait, du fait des différentes, enfin, des nombreuses problématiques que l'on rencontre en Guyane, juste que souhaiterais-tu pour la Guyane? Je pourrais répondre, hein, en disant que j'aimerais que la Guyane puisse se développer, mais ça serait utopique dans le sens où, pour pouvoir comprendre, il faudrait exposer les différentes problématiques qu'il faudrait résoudre pour pouvoir permettre à la Guyane de pouvoir espérer se développer. Donc, moi, ce que je souhaiterais, ben, de manière utopique, je le dirais quand même de manière utopique, ça serait que justement que chaque Guyanais ait cette conscience-là, ce marquage culturel ou plutôt comment dire, justement ce petit truc d'éducation que m'a laissé mon papa, de se dire en fait que c'est justement c'est chaque maillon de la chaîne qui va faire la chaîne, qui va concevoir une chaîne forte. J'aimerais que justement chaque Guyanais ait conscience de ça et qu'il prenne enfin conscience que c'est en se mettant ensemble, en ayant conscience d'un combat collectif, d'une prise de conscience collective qu'on arrivera à quelque chose. C'est ce que je souhaiterais pour la Guyane. Voilà. d'accord, OK. Et bon, tu as peut-être répondu un petit peu à la question, mais ce sera ma dernière question du coup. Si tu avais un message à faire passer aux Guyanais, lequel serait-il? Ça serait ça. Mon frère Clémenceau, prends conscience bêta et puis Doubout. C'est pas en tapant
en tapant du poing sur la table qu'on se fait comprendre. C'est justement en analysant les choses et en se positionnant de manière stratégique à des positions stratégiques qu'on réussira à faire avancer les choses. Petit à petit, c'est pas grave, mais mieux vaut ça que que de foncer et de ne pas, de n'en rien, de ne rien en retirer. D'accord. Voilà. OK, d'accord. Écoute, je te remercie beaucoup pour ce beau témoignage. Je trouve il C'est est moi qui vraiment te remercie, Nicolas. je t'en prie, merci parce que je trouve qu'il est très fort et très très puissant et voilà, ça ouais, ça j'avoue, ça ouais, ça me touche. J'avoue, ça oui, parce que je me retrouve dans ce que tu dis. Après, je t'avoue que le temps était un peu court, donc j'ai essayé de faire, moi je suis une pipelette, hein, donc j'ai essayé de faire un peu, j'ai essayé de faire condenser. Donc j'espère en tout cas que j'ai pu apporter suffisamment de poids, en tout cas que mes propos ont eu du poids et du sens et que ça permettra effectivement de servir à, comme je te disais, aux étudiants ou même de toutes les manières aux autres, à toutes les personnes qui souhaitent découvrir les ultramarins et ce qu'on vit de par notre départ sur la métropole. Exactement. C'est totalement l'objectif de ce podcast, c'est du coup, voilà, créer des débats au sein de nos communautés, partager, voilà, l'information entre nous et aussi un aspect pédagogique sur toutes les personnes qui sont curieuses de nos parcours, qui ne connaissent pas ou qui veulent en savoir plus, qu'elles découvrent un peu, voilà, qui nous sommes et ce par quoi ce que nous traversons. Voilà. En tout cas, voilà, je tiens à te remercier, Triana. Très beau projet, Merci Nicolas. beaucoup. Je tiens à te remercier pour ta participation à Dumb Talk. Chers auditeurs et auditrices, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à retrouver du coup nos épisodes sur toutes les plateformes d'écoute, donc Apple Podcast, Deezer et Spotify. N'hésitez pas à laisser des commentaires et le noter 5 étoiles. Je vous dis à bientôt, bon courage, un lot de soleil et plis fos.